temps, bienvenue à tous et à toutes à ce Café Recherche. Je remercie le professeur Boris Cheval d'intervenir pour ce sujet très intéressant où il va nous parler d'activité physique et de performance cérébrale. Donc, Boris, je vous laisse la parole et merci encore de votre présence parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie aussi de venir et de prendre du temps pour écouter ce que je vais vous raconter. Donc l'idée de la présentation que j'ai intitulée Un esprit sain dans un corps sain, que dit la science, c'est l'idée d'interroger en fait les liens entre l'activité physique et le fonctionnement cognitif. Je vais essayer de montrer qu'il y a pas mal d'évidence quand même de l'activité physique vers le fonctionnement cognitif et que finalement le lien aussi du fonctionnement cognitif vers l'activité physique, c'est quelque chose qui pourrait être important à considérer et que les données actuelles de la littérature vont quand même dans le sens d'un lien bidirectionnel entre activité physique et fonctionnement cognitif et c'est ce que je vais essayer de présenter. Alors, Boris, vous m'entendez? On vous entendait plus, vous aviez enlevé votre micro. Là, est-ce que c'est bon? Ouais. Voilà, c'est bon. Ok. Donc pour commencer la présentation, je voulais rappeler finalement ces liens activité physique, performance cognitive. L'activité physique, je voulais aussi la définir parce que je pense que c'est important de voir ce qu'on entend par activité physique. Donc c'est vraiment tout mouvement produit par les muscles squelettiques qui sont responsables d'une augmentation de la dépense énergétique. Donc ça inclut le sport, bien entendu, mais ça inclut aussi les activités physiques de la vie quotidienne, qui peuvent être par exemple monter les escaliers ou se déplacer d'un endroit à l'autre en marchant ou en vélo. Donc on interroge cette activité physique et ses liens avec la performance cognitive, qui elle aussi peut être définie de façon assez globale, comme l'ensemble des processus mentaux impliqués dans l'acquisition de connaissances, la manipulation de l'information et le raisonnement. Donc après, on peut avoir des sous-dimensions, mais la définition globale de performance cognitive, c'est l'ensemble de ces processus mentaux. Donc on a pas mal d'évidence quand même que l'activité physique va améliorer ou causer une amélioration des performances cognitives. Et si on regarde d'ailleurs parmi l'ensemble des bénéfices de l'activité physique, donc là je prends les bénéfices qui sont proposés, que ce soit par l'OMS ou l'Académie médicale en Grande-Bretagne, ben, on a un ensemble de bénéfices que vous connaissez, et dans ces bénéfices, on a effectivement annoncé cette idée que l'activité physique va réduire le risque de déclin cognitif avec un risque diminué d'à peu près 40% pour les personnes qui atteignent les recommandations en matière d'activité physique. Donc ça, c'est l'idée générale qu'on a. Et puis, pour aller un petit peu plus loin aussi dans cette association, c'est vrai qu'on aime bien avoir des associations entre une variable d'exposition, ici l'activité physique, et une conséquence, ici la performance cognitive. Ben, on aime quand même bien aussi avoir un modèle mécaniciste qui va permettre d'expliquer pourquoi est-ce qu'on observe ces liens. Et dans le domaine des liens activité physique, performance cognitive, on a quand même pas mal de données qui permettent d'expliquer pourquoi est-ce que l'activité physique est associée à une amélioration de la performance cognitive. Alors dans cette figure qui est actuellement, c'est un article qui est actuellement en soumission d'ailleurs, on a déjà l'idée que l'activité physique va créer une dérégulation importante de l'homéostasie du système et qu'il y aura un ensemble de molécules qui vont être libérées notamment dans la circulation sanguine. Et parmi ces molécules, on a une molécule qui est souvent citée, c'est la molécule donc BDNF pour Brain Derived Neurotrophic Hormone, donc une hormone neurotrophique dérivée du cerveau. C'est une hormone qui va permettre en particulier, on appelle ça l'hormone de croissance du cerveau. Il y a aussi des auteurs qui parlent d'engrais cérébral. Bon, peu importe pour un petit peu ces idées-là, mais en tout cas, on voit que c'est une libération ici d'hormones qui va être associée à un ensemble de changements au niveau cérébral, notamment de l'angiogénèse, donc création de nouveaux vaisseaux qui vont améliorer la circulation sanguine et donc l'apport d'oxygène et de nutriments au niveau du cerveau. La synaptogénèse aussi, donc améliorer aussi la communication entre les neurones, et puis la neurogénèse, donc la création de nouveaux neurones. On voit aussi que ces changements ici moléculaires vont entraîner des changements dans la connectivité au niveau cérébral, et puis on a aussi des preuves où on a une modification de l'intégrité de la matière grise et de la matière blanche.
Et puis l'idée aussi, hein, c'est que ces changements structuraux vont s'accompagner de changements fonctionnels. Et là encore, on peut le mesurer aussi, notamment avec de l'imagerie fonctionnelle cérébrale ou de l'électroencéphalographie ou des techniques comme la NIRS qui vont permettre de montrer qu'on a effectivement, lorsqu'on fait de l'activité physique, des changements qui peuvent être observés au niveau fonctionnel. Et puis l'idée, c'est que ces changements-là, hein, cette cascade en tout cas ici, moléculaire, structurelle, fonctionnelle, va s'accompagner de modifications des performances cognitives. Alors il y a différents domaines, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais on va par exemple avoir des effets qu'on va proposer au niveau du fonctionnement exécutif des individus, donc l'inhibition par exemple, la mémoire de travail ou les capacités de flexibilité, mais on peut aussi avoir des mesures un petit peu plus globales sur le fonctionnement cognitif global. Donc en tout cas, on a cette idée que l'activité physique, elle est liée aux performances cognitives et on a un modèle mécaniciste qui permet de lier effectivement l'augmentation de l'activité physique à l'amélioration des performances cognitives. Et puis, on a aussi quelque chose que je voulais souligner, c'est l'idée que si on a une amélioration des performances cognitives, ça peut, par exemple, chez les enfants, être particulièrement bénéfique pour les performances scolaires. Et donc là, je présente une note qui nous avait été commandée au Conseil scientifique de l'éducation nationale en France, une note qui avait été rédigée notamment avec Kinga Egloui, hein, qui est aux hôpitaux universitaires de Genève dans le service du professeur Lutti, où on regardait, en s'appuyant sur la littérature, deux grandes méta-analyses, si l'activité physique était associée à une amélioration du fonctionnement cognitif et une amélioration des performances scolaires. Et l'idée était d'évaluer le niveau de preuve, le grade d'évidence et le grade des recommandations qu'on pouvait faire. Alors, ces méta-analyses, elles portent uniquement sur des essais randomisés contrôlés. Donc, on a un groupe expérimental où on va augmenter l'activité physique et puis un groupe contrôle, hein, qui fait son activité physique habituelle. Ce qu'on constate, c'est qu'on a globalement quelques effets au niveau de la performance cognitive, mais c'est une fois sur deux, donc c'est pas très robuste. Je vais essayer d'expliquer pourquoi on peut observer ces effets. Et puis sur les performances scolaires, dans l'ensemble, on a aussi des effets qui existent, mais qui sont pas forcément massifs. Par contre, si on dissocie par matière, eh bien là, on va s'apercevoir notamment que l'augmentation du temps d'activité physique va être associée à une amélioration des performances en mathématiques. C'est pas vraiment le cas en langue, mais en mathématiques, on a un grade d'évidence qui est assez élevé. Et puis, je veux vraiment souligner deux choses aussi dans cette note. La première chose, c'est que, quelles que soient les études, on n'a jamais trouvé un effet négatif du temps d'activité physique sur les performances à l'école. Donc, autrement dit, passer plus de temps à bouger et moins de temps assis peut-être à travailler sur la matière, ça va pas être associé à une diminution des performances scolaires. Donc ça, c'est un premier message quand on connaît tous les bénéfices de l'activité physique sur la santé physique, mentale et sociale des enfants. On peut affirmer quand même avec un degré de certitude assez haut que passer plus de temps à bouger à l'école, ça va pas être associé à une diminution des performances scolaires. Et puis, deuxième élément que je voudrais souligner aussi, et je l'ai dit, hein, on est sur des essais randomisés contrôlés, on a des groupes qui vont faire de l'activité physique, mais les groupes contrôles, ils font pas rien. Ils font aussi de l'activité physique. Donc, on n'est pas en train de comparer l'effet de l'activité physique à rien. Là, on est en train de comparer des doses d'activité physique. Donc, si je fais le parallèle avec l'essai randomisé contrôlé sur des médicaments, là, on ne serait pas en train de comparer un médicament versus un placebo. On serait en train de comparer euh, des doses différentes de médicaments. Donc, on a potentiellement des effets qui seraient un petit peu plus marqués. Donc voilà un petit peu cette idée ici sur les liens activité physique et fonctionnement cognitif, et ça a l'air assez solide. Et puis cette année, ou en fin d'année dernière, en 2023, on a un papier dans Nature Human Behavior qui a été publié, qui est une revue parapluie, donc c'est une méta-analyse des méta-analyses, et qui conclut qu'il faut remettre en question l'effet de l'activité physique sur le fonctionnement cognitif, en soulignant que finalement, si on prend en compte tous les biais méthodologiques de la littérature, en fait, il n'y a pas vraiment d'effet de l'activité physique sur le fonctionnement cognitif, et l'Organisation mondiale de la santé devrait peut-être enlever des conséquences de l'activité physique, le bienfait cognitif de l'activité physique. Donc nous, avec un ensemble d'experts, on a répondu à ce papier. Ce commentaire, d'ailleurs, il a été accepté hier avec donc un ensemble de collaborateurs où on essaye d'expliquer que non, c'est pas le cas. On a bien des preuves robustes
que l'activité physique a un effet sur le fonctionnement cognitif. Par contre, et là c'est vraiment le côté positif de cette méta-analyse, ça nous a amené à spécifier des choses. Non, toutes les activités physiques, effectivement, ne vont pas améliorer le fonctionnement cognitif. Il faut prendre en considération un ensemble de modérateurs qui vont augmenter ou plutôt diminuer l'effet de l'activité physique sur le fonctionnement cognitif. Et si on mélange tout, bah, potentiellement, on a effectivement des effets qui deviennent négligeables. Et parmi ces modérateurs, bah, il y a des premiers modérateurs qu'il faut prendre en compte, c'est les caractéristiques des participants. On sait que les effets d'intervention, de promotion de l'activité physique vont potentiellement être particulièrement efficaces chez les personnes âgées. On a aussi des idées que chez les enfants qui sont en train d'avoir un développement de notamment leur contrôle exécutif, potentiellement, c'est une période sensible et critique où les interventions seraient particulièrement efficaces. Par contre, c'est vrai qu'à l'âge adulte, pour des adultes en pleine santé, peut-être que les effets pourraient être un petit peu moins prononcés. On a aussi les différences entre les hommes et les femmes. Alors là, la direction des effets, elle n'est pas claire dans la littérature, mais on a effectivement, et on retrouve que les effets ne sont pas identiques entre les hommes et les femmes. Et puis, on a la condition clinique des individus. Si les effets chez les personnes saines ne sont pas forcément extrêmement marqués, chez les individus qui ont des conditions chroniques, que ça peut être des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, bien entendu des maladies liées au déclin cognitif, eh bien, on va avoir un effet qui est amplifié de l'activité physique sur la performance cognitive. Et puis, au-delà des caractéristiques du participant, bah, oui, toutes les activités physiques ne se valent pas. Et si vous allez marcher tranquillement au bord du lac, c'est pas garanti que cette activité physique améliore votre fonctionnement cognitif. Et en effet, si on regarde la littérature, eh bien, il y a une certaine intensité d'activité physique qui doit être mise en place. Je vais revenir dessus, mais si on n'est pas à des intensités modérées, on n'est pas à une intensité suffisante pour créer du changement et de l'amélioration dans le fonctionnement cognitif. Ça va dépendre aussi de la durée et de la fréquence de participation. Si vous faites peu de temps d'activité physique et pas très souvent, bah, on peut quand même estimer que les effets vont pas forcément être forcément marqués. Et puis, ça dépend du type d'activité physique. Marcher ou courir sur un tapis roulant, c'est pas la même chose que faire du yoga, qui va demander de l'équilibre, de la coordination, ou que de faire une activité comme de la danse, qui va demander bien entendu de l'activité physique, de la coordination motrice, de l'apprentissage, parce qu'il y a des séries de pas à apprendre et on voit bien que le fonctionnement cognitif va pas être sollicité de la même manière. Donc on a effectivement des modérateurs, que ce soit chez le participant ou que ce soit sur le type d'activité physique, et ce qui nous amène à pouvoir proposer une sorte de portrait robot de l'activité physique idéale. Alors là, ça n'a jamais été testé tout ensemble, mais si on regarde la littérature, ce qu'on peut donner comme conseil pour le moment, même si encore une fois, il y a des preuves qui sont nécessaires à accumuler pour affirmer que ce portrait robot de l'activité physique idéale est effectivement valide dans toutes ses parties. Mais la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait effectivement pratiquer au moins 3 fois par semaine. Les études qui ont montré des effets bénéfiques, c'est effectivement des études dans lesquelles on a quand même une fréquence de participation qui est relativement importante et au moins 3 fois par semaine. L'intensité, c'est ce que je vous disais, au moins modéré à élevé. En dessous, on a du mal quand même à voir des effets. Et dans la littérature, c'est assez clair que les activités légères, les effets sont pas du tout évidents. La durée, au moins 20 à 30 minutes. Pareil, les études qui ont des durées plus faibles, on n'a pas forcément des effets qui vont être observés sur le fonctionnement cognitif. Les activités qui vont solliciter l'équilibre, la coordination ou l'apprentissage, donc le yoga, la danse, c'est des activités qui sont particulièrement a priori bénéfiques pour l'amélioration des performances cognitives, même si les données nécessitent encore d'être accumulées. On a le fait que les activités physiques qui vont être exigeantes sur le plan cognitif vont aussi avoir un effet qui peut être plus marqué. Donc là, on a des collègues, par exemple aux États-Unis, qui développent toute une ligne de recherche dans laquelle ils vont mettre des individus sur un vélo à une certaine intensité, plutôt modérée ou vigoureux, et pendant l'activité physique, ils vont solliciter le fonctionnement cognitif via des tâches sur ordinateur et ils vont tester si cette modalité qui combine
de la dépense énergétique et du fonctionnement cognitif va être plus efficace que une intervention qui fait que de l'activité physique ou une intervention qui fait que du fonctionnement cognitif. Et récemment, là, lorsque je suis allé à un congrès d'activité physique adaptée, on a une boîte qui travaille sur le vélo cognitif et qui propose, alors encore une fois, les données, elles sont pas suffisantes pour moi, mais qui propose en tout cas en pratique de mettre les personnes âgées dans les EHPAD sur un vélo et de réaliser des performances cognitives. Alors, je trouve que c'est un petit peu tôt parce que les données sont pas claires, mais en tout cas, l'idée et ce vers quoi on tend, c'est vrai au niveau des résultats, c'est que potentiellement, ça pourrait être assez efficace. Et puis, ce qu'on trouve aussi, c'est que les sports collectifs sont en général plus efficaces que les sports individuels. Et l'explication ici, c'est que dans le sport collectif, il y a vraiment une pression temporelle, il y a beaucoup d'informations à traiter, il y a des informations à inhiber, et il faut prendre des décisions assez rapidement avec des situations qui bougent. Et là, il y a cette idée aussi que c'est quelque chose qui va solliciter le fonctionnement cognitif. Et puis, il y a une dernière chose que je voulais rajouter. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est une ligne de recherche qu'on est en train de développer. On n'a pas encore commencé les études expérimentales, mais on pense que les expériences affectives pourraient jouer un rôle déterminant pour optimiser les performances cognitives. Autrement dit, si vous vous engagez dans une activité physique et que cette activité physique est associée à des expériences affectives positives, on pourrait optimiser les effets de l'activité physique sur la performance cognitive. Et puis enfin, le dernier élément, et je l'avais dit un petit peu avant, mais ce portrait robot de l'activité physique, il pourrait être particulièrement efficace, notamment chez les personnes âgées ou chez les personnes qui ont des conditions cliniques. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut ressortir pour l'instant de la littérature. Et ce qui nous amène finalement à compléter la figure que je vous avais proposée. On garde toujours cette idée que l'activité physique va effectivement, et c'est assez validé, que ce soit chez les modèles animaux ou, même si c'est un peu moins le cas chez les modèles humains, on a toujours cette idée de libération de molécules, de changement structurel et fonctionnel, mais on a bien cette idée que le type d'activité physique, que les caractéristiques du participant vont modérer un petit peu ces effets-là. Donc ça, c'est pour l'instant quand même ce qu'on peut observer dans la littérature. Et je le répète, même si la méta-analyse propose qu'il n'y a pas d'effet, lorsqu'on traite correctement les données, qu'on regarde bien les modérateurs clés, on a des effets de l'activité physique sur certaines performances cognitives. Et ça, eh bien, c'est le rôle de l'activité physique sur le fonctionnement cognitif. Mais ce que vous savez peut-être, c'est que dans les conséquences sur la santé physique, la santé mentale aussi, dans la littérature, on est en train maintenant de regarder l'effet indépendant du comportement sédentaire. Car on peut être à la fois actif physiquement, c'est-à-dire atteindre des recommandations en matière d'activité physique, et être très sédentaire, c'est-à-dire passer beaucoup de temps en position assise ou allongée pendant le temps d'éveil. Et dans la littérature, eh bien, un ensemble d'auteurs ont commencé à regarder si, indépendamment du temps passé en activité physique, les comportements sédentaires pouvaient avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale des individus. Et les données, pour l'instant, malheureusement, finalement, elles montrent que il faut faire énormément d'activité physique pour contrebalancer les effets délétères du comportement sédentaire. Ce qui amène l'Organisation mondiale de la santé notamment à dire qu'il faudrait, en plus de l'activité physique, tenter de réduire au maximum le temps passé sédentaire et notamment le temps prolongé. Donc nous, avec encore une fois un ensemble de collègues, on a posé la même question, à savoir, est-ce que, indépendamment de l'activité physique, le temps sédentaire pouvait avoir un effet sur la santé cognitive au cours de la vie? Ce qu'on retrouve pour l'instant par rapport à la littérature, c'est que les preuves, elles sont pas encore assez fortes. On a quelques évidences, mais en vrai, la littérature pour le moment est assez mitigée. Mais et ce qui ressort, à confirmer encore une fois, c'est qu'au-delà du comportement sédentaire en tant que tel, c'est le type de comportement sédentaire qui pourrait jouer un rôle clé. Si vous avez un comportement sédentaire qui est plutôt cognitivement passif, regarder la télévision, être assis dans le bus ou dans le tram pour vous déplacer, ce temps-là pourrait avoir des effets particulièrement délétères. Par contre, un temps sédentaire cognitivement actif, lire, jouer à un jeu vidéo, s'asseoir, discuter aussi avec des autres personnes, écouter ici une conférence sur comportement sédentaire, activité physique et cognition,
parce que ces activités mobilisent le fonctionnement cognitif, on a quand même des évidences qui commencent à montrer que, eh bien, ce ne serait pas délétère au niveau du fonctionnement cognitif. Et puis, au même titre que l'activité physique, ben, on peut se poser la question de la durée en fait de ces comportements sédentaires et notamment de l'interruption ou non de cette position assise et bien entendu de la fréquence, combien de temps on est, combien de jours dans la semaine on est assis. Donc autrement dit, on a des preuves assez robustes du lien activité physique fonctionnement cognitif avec des modérateurs comme je l'ai expliqué. Et il semblerait aussi que le comportement sédentaire puisse avoir des effets délétères sur le fonctionnement cognitif, mais encore une fois, les évidences doivent encore être accumulées. Donc ça, c'est finalement la première partie de l'histoire où on voit que l'on a un lien entre l'activité physique et la performance cognitive. Mais si on regarde des situations anecdotiques, par exemple des gens qui sont dans un stade préclinique ou un stade de démence, bah, on comprend bien qu'ils vont avoir du mal à mettre en place leur comportement d'activité physique. C'est assez anecdotique, mais c'est assez évident hein, quand on a une perte ici de performance cognitive, un déclin cognitif, bah, la mise en place du comportement d'activité physique, d'ailleurs d'un ensemble d'activités quotidiennes, va être plus difficile. Mais on a aussi des preuves empiriques qui sont un petit peu plus solides. C'est un papier dans le British Medical Journal de Sabia, dans lequel elle a suivi en fait des patients en mesurant leur activité physique. Et on s'aperçoit que 10 ans avant le stade de démence, on avait déjà une diminution d'activité physique. Donc avant même que l'on puisse détecter au niveau clinique le seuil de démence, eh bien on voit que 10 ans avant cette détection clinique, on a déjà, et on le voit bien ici, une diminution de l'activité physique qui va être plutôt importante par rapport à des personnes qui ne vont pas déclarer la démence. Donc ça, c'est des données qui nous donnent l'idée quand même que bah, une perte cognitive pourrait être associée assez rapidement ensuite à une perte d'activité physique. Et donc, c'est toute une littérature ici qu'on a essayé de développer pour souligner que on a finalement beaucoup regardé le lien de l'activité physique vers le fonctionnement cognitif, mais on pourrait commencer à remettre en question la nature unidirectionnelle de cette relation parce que le fonctionnement cognitif pourrait aussi impacter l'activité physique, comme on le voit dans des cas anecdotiques ou dans l'étude ici de Sabia. Et encore une fois, ce lien fonctionnement cognitif, activité physique, on a envie aussi d'avoir un modèle mécaniciste. Alors, il y a plusieurs explications, mais une explication qui nous plaît, c'est lié à une théorie qu'on est en train d'essayer de développer dans le domaine de l'activité physique, qu'on a appelé la théorie de la minimisation de l'effort en activité physique, et qui propose que le fonctionnement cognitif va jouer un rôle déterminant pour inhiber notre attraction innée, automatique, spontanée vers les comportements associés à la minimisation de l'effort, comme les comportements sédentaires. Et donc, on a une étude qu'on a publiée en 2018 dans Neuropsychologia qui montre notamment, alors c'est une tâche faite sur ordinateur, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, ce qu'on peut montrer, c'est que quand on demande à des patients sur un écran d'ordinateur de virtuellement s'éloigner de stimuli en lien avec la sédentarité. Ils sont assez bons à le faire. Par contre, ça demande davantage de ressources corticales, ça demande davantage d'inhibition. Et si je le remets de façon un petit peu anecdotique, ça renvoie à cette situation, la fameuse situation du canapé. Vous avez planifié d'aller faire votre activité physique à la fin de votre journée de travail. Vous arrivez chez vous, vous vous asseyez sur le canapé et vous êtes littéralement bloqué dans votre canapé. Vous n'arrivez pas à vous extraire et à mettre en place votre intention, votre planification d'activité physique. Et l'hypothèse, c'est que pour vous lever du canapé, là, il va falloir activer votre fonctionnement cognitif, vos capacités d'autorégulation, vos capacités de self-control pour inhiber votre tendance spontanée à vous êtes bien dans votre canapé, à lire, à regarder la télé ou simplement à vous reposer. Il va falloir être capable d'inhiber cette pulsion à rester ou cette impulsion à rester assis pour vous lever du canapé et mettre en place votre comportement d'activité physique. Donc ça, c'est un modèle mécaniciste qui pourrait expliquer pourquoi le fonctionnement cognitif pourrait jouer un rôle déterminant pour favoriser l'engagement dans l'activité physique. Donc on a bien un modèle mécaniciste de l'activité physique vers le fonctionnement cognitif, mais on a aussi un modèle mécaniciste de la fonction cognitive vers l'activité physique. Est-ce qu'on a des preuves de ça, au-delà des deux
preuves anecdotiques et empiriques que je vous ai montrées. Eh bien, on a un papier en tout cas que nous on a essayé de faire, mais il y a d'autres études qui viennent le confirmer, dans lequel on a vraiment voulu tester littéralement la nature bidirectionnelle de la relation entre activité physique et fonctionnement cognitif. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est une étude qui s'appuie sur une base de données européenne qu'on appelle SHARE, qui est sur des personnes âgées, hein, en tout cas de plus de 50 ans, jusqu'à 96, voire 100 ans. Nous, on coupe à 96 pour des raisons de taille d'échantillon. On n'a pas beaucoup de personnes après à 96 ans. Donc, on a ici 105 000 individus qui sont inclus dans les analyses. Ils viennent de 21 pays européens et on a 5 temps de mesure, hein. Donc, c'est vraiment ça qui est important. On a des mesures dans le temps et le fait qu'on ait des mesures dans le temps à la fois de l'activité physique et des performances cognitives, ben, on va pouvoir chercher à déterminer la précédence temporelle des liens entre l'activité physique et le fonctionnement cognitif. Qui précède quoi? Est-ce que l'activité physique précède le changement dans le fonctionnement cognitif ou est-ce que le fonctionnement cognitif précède le changement dans l'activité physique? Et pour ça, on a fait un modèle qu'on appelle un modèle bivariant, enfin un modèle latent bivariant des scores de changement. Et finalement, c'est assez simple en pratique ce que ça veut dire. On a un premier modèle que j'ai appelé ici modèle 1, qui est un modèle juste pour vérifier que le modèle s'ajuste bien aux données. Donc, on regarde si le fonctionnement cognitif est en lien avec le fonctionnement cognitif. Et on fait pareil sur l'activité physique. Vous avez deux indicateurs ici, hein, soit la mémoire de rappel. Donc, on a demandé aux patients au début de l'interview de mémoriser 10 mots. Et à la fin de l'interview, on leur redemande de nous donner ces 10 mots. Et donc, plus vous vous rappelez, plus votre mémoire de rappel est bonne. Et puis, la fluence verbale, on demande en 1 minute de nommer le plus rapidement possible des noms d'animaux. Et plus vous êtes capable de le faire, plus votre fluence verbale est élevée. Et même si c'est discuté dans la littérature, hein, cette fluence verbale, elle est théoriquement associée au fonctionnement exécutif. Donc ça, c'est le premier modèle. On a un deuxième modèle dans lequel on va tester le lien de la fonction cognitive vers l'activité physique. Donc là, on voit, c'est la flèche rouge qui essaye de prédire en disant que le fonctionnement cognitif à un instant T va prédire le changement de l'activité physique au temps T plus 1. Donc plus je suis haut en fonctionnement cognitif, eh bien plus mon activité physique va monter ou va moins décliner par rapport aux individus qui ont une capacité cognitive plus basse. Le modèle 3, c'est le modèle inverse. C'est que l'activité physique qu'on fait à un instant T va prédire le changement dans le fonctionnement cognitif. Et puis le modèle 4, c'est un modèle bidirectionnel qui va tester les deux. Et là, ce qu'on voit avec un indicateur qu'on utilise, hein, peu importe, c'est le weight BIC, le modèle qui est le plus probable, ou en tout cas le modèle qui s'ajuste le mieux à nos données, c'est le modèle 2. Et le modèle 2, c'est le modèle qui propose que c'est plus probable finalement ici que les fonctions cognitives vont effectivement prédire le changement dans l'activité physique. Donc du fonctionnement cognitif vers le changement dans l'activité physique, qui était la directionnalité du lien activité physique-cognition, qui n'était pas vraiment fortement étudiée par rapport à l'autre direction. Donc c'est un résultat qui est intéressant parce qu'il vient vraiment remettre un petit peu en question le fait d'avoir vu de façon unidirectionnelle le lien activité physique-performance cognitive. Mais ce qui est important aussi, c'est que le modèle 4, même si il s'ajuste moins aux données, on voit qu'il est quand même significatif dans le sens où on a bien des preuves de bidirectionnalité. On a à la fois des liens significatifs entre le fonctionnement cognitif et le changement dans l'activité physique, mais la réciproque est vraie aussi. Donc, ce qui peut nous amener vraiment, à cette idée qu'on a bien un lien bidirectionnel entre l'activité physique et le fonctionnement cognitif. Donc, ce qu'on peut aussi essayer de faire à partir de maintenant, c'est de se dire comment promouvoir l'activité physique. Une solution, par rapport en tout cas à l'étude que l'on a mis en place et les autres études aussi qui confirment nos résultats, c'est d'intervenir sur les fonctions cognitives. Alors, comment faire? Il y a plein de possibilités, j'en ai juste proposé 3 ici. C'est pas ma spécialité ici, mais il y a des collègues qui proposent aux patients ou aux individus de réaliser leurs activités physiques quotidiennes de la main non dominante, avec cette idée que ça va solliciter le contrôle inhibiteur et que ça va améliorer du coup ensuite hein, cette capacité à inhiber les réactions automatiques et spontanées que l'on a dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas convaincu de leur efficacité, mais je tenais en tout cas à souligner que ce type d'intervention existe.
On a aussi des interventions très très laboratoires dans lesquelles on va mettre des individus devant des tâches sur ordinateur. Là, on fait une tâche qu'on appelle de go-no-go, une tâche d'inhibition. On va demander aux gens à chaque fois, par exemple, qu'ils voient le symbole V, d'appuyer sur la barre espace. Donc très très rapidement, ils ont très peu de temps, moins de 500 millisecondes pour répondre. Et à un moment donné, il va plus y avoir le symbole V, où il va y avoir un autre symbole, et l'individu va devoir arrêter son geste. Donc on entraîne l'individu à avoir une réponse dominante et à un moment donné à l'arrêter. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Il y a eu pas mal d'études. Pour le moment, l'efficacité dans la vie réelle, elle n'est pas encore vraiment avérée. Et puis, il y a un dernier élément qui a été proposé aussi dans la littérature, bah, c'est la stimulation transcrânienne, et en particulier la stimulation du cortex préfrontal dorsolatéral, parce que c'est un cortex qui a été, enfin c'est une partie pardon du cerveau qui est souvent mobilisée pour dépasser notamment les réponses spontanées et notamment aussi pour dépasser le coût de l'effort hein, lorsque les tâches demandent des efforts. Et donc c'est une zone en tout cas du cerveau qui est ciblée. Encore une fois, c'est pareil. On n'est pas convaincu, en tout cas, je suis pas convaincu que ce type d'intervention laboratoire puisse avoir une efficacité dans la vie réelle. Mais en tout cas, c'est des pistes qui sont proposées dans la littérature. Et puis, bah, ce qui m'intéresse et ce que j'aimerais bien proposer ici, c'est que finalement, peut-être que une intervention qui pourrait être particulièrement efficace pour promouvoir la performance cognitive, bah, c'est l'activité physique, puisqu'on voit que le lien est bidirectionnel, donc on pourrait, via l'activité physique, améliorer la performance cognitive. Et puis, dans ma présentation, j'avais insisté sur un septième élément qui était que potentiellement, les réponses affectives allaient jouer un rôle clé pour modérer l'effet de l'activité physique sur les performances cognitives. Et pourquoi on insiste sur ces expériences affectives, c'est que l'expérience affective, elle pourrait avoir un double effet positif. Le premier effet, donc c'est celui que je viens de vous dire, hein, c'est qu'on peut espérer, mais on va le tester, c'est pas encore validé, que l'activité physique améliore les performances cognitives, mais d'autant plus que l'activité physique est plaisante. Et le deuxième effet, eh bien, c'est cette idée de dire, mais on voit aussi que l'expérience affective, en fait, c'est une variable clé de l'engagement et du maintien dans l'activité physique. Et donc, j'aimerais bien, sur cette dernière partie de ma présentation, bien, discuter justement de ce lien entre expérience affective et activité physique. Et pour parler de ça, je voulais présenter une étude qui a été faite par mon doctorant Silvio Maltagliati. Vous avez aussi la version vulgarisée dans The Conversation, dans lequel on va discuter si le fait de promouvoir l'activité physique en soulignant ses bénéfices sur la santé était quelque chose qui allait être efficace pour changer véritablement les comportements des individus. Et dans ce papier, en nous basant sur les théories de la prise de décision, l'idée est de montrer que non, ça va pas être suffisant. C'est important de le dire, mais c'est pas suffisant. Et par contre, les réponses affectives pourraient justement être une variable clé pour favoriser l'engagement dans l'activité physique. Et je vais essayer de vous le démontrer ici pourquoi. Lorsque vous devez faire le choix entre deux activités, donc par exemple faire votre séance d'activité physique ou plutôt vous asseoir devant votre canapé et regarder la télévision, si on s'appuie sur les théories de la prise de décision, vous allez choisir l'option comportementale qui a la plus forte valeur subjective. Donc si on a deux options ici, entre activité physique et sédentarité, la question est de savoir, mais quelle option, si on s'engage dans l'activité physique pour la santé, hein, quelle option a la plus forte valeur subjective? La première chose qu'on peut souligner, c'est un biais de distorsion des croyances. C'est un biais d'optimisme qu'on a tous. Si on demande, je l'aime bien cet exemple, à des fumeurs, quelle est la probabilité qu'un fumeur décède des causes de son comportement et du fait de fumer, il va savoir peu ou prou que c'est à peu près une chance sur deux. Mais si vous allez vraiment l'interroger, lui, et lui demander, mais est-ce que vous pensez que vous allez être concerné par cette maladie, on a un biais d'optimisme où on n'a pas vraiment la croyance que l'on va être concerné par cette maladie, cette pathologie. Et donc ce biais d'optimisme, il fait qu'on n'a pas vraiment tendance à s'imaginer en mauvaise santé. Et donc, parce qu'on n'a pas forcément tendance à s'imaginer en bonne santé, bah, les comportements de promotion de la santé, forcément leur valeur diminue un peu parce que pour qu'ils soient positifs ou qu'ils soient recherchés, il faut qu'on s'estime à un moment donné potentiellement en mauvaise santé plus tard. Donc ça va dévaluer la valeur subjective de l'activité physique. Et puis on a un deuxième biais qui est la dévaluation dans le temps.
on a un mécanisme qui est extrêmement bien robuste et validé, notamment en neurosciences, qu'on appelle la dévaluation de la récompense par le temps ou delay discounting, qui fait que si je vous donne 10 francs maintenant, bah, ça a une certaine valeur. Mais si ces 10 francs, je vous dis que je vous les donne dans 10 ans, bah, bien entendu, la valeur associée à cet argent, elle est beaucoup plus basse. Et donc, si on s'oriente pour l'activité, dans l'activité physique pour des bénéfices sur la santé à moyen ou long terme, bah, ces bénéfices sont différés, ils sont délayés dans le temps. Donc, forcément, leur valeur va être diminuée conformément à ce principe de dévaluation de la récompense par le temps. Alors qu'à l'inverse, pour la sédentarité, bah, les bénéfices, ils sont immédiats, ils sont instantanés. C'est le plaisir d'être assis, c'est le plaisir de regarder son émission télé. Donc on est tout de suite et immédiatement dans les récompenses immédiates associées au comportement. Et donc là encore, on voit que la valeur subjective, elle va plutôt aller en faveur de la sédentarité par rapport à l'activité physique. Et puis on a un dernier élément qu'on retrouve, qui va vraiment mimer la dévaluation par le temps, c'est la dévaluation par l'effort. On peut montrer que lorsque vous devez engager des efforts pour obtenir une récompense, vous allez dévaluer la valeur de cette récompense. On a exactement le même mécanisme. Ce n'est pas les mêmes médiateurs neuronaux, mais on a le même mécanisme si on regarde au niveau comportemental. On a une dévaluation de la récompense par l'effort. Et le problème, c'est que bah, l'activité physique, l'effort est consubstantiel de l'activité physique. C'est même dans sa définition, celle que j'ai donnée au départ, hein, augmentation de la dépense énergétique par rapport au métabolisme de repos. Donc on a par définition de l'effort, et c'est pas n'importe quel effort, hein, c'est 30 minutes d'activité physique par jour, la plupart des jours de la semaine et toute votre vie. Donc il y a une quantité d'efforts qui est énorme pour avoir des bénéfices sur la santé à moyen et long terme. Et donc là, on voit bien ici qu'on va fortement dévaluer la valeur récompensante de l'activité physique, alors que pour la sédentarité, et c'est aussi dans la définition de la sédentarité, hein, c'est l'ensemble des positions réalisées, enfin l'ensemble des activités réalisées en position assise ou au repos, avec une dépense énergétique qui est en dessous de 1,5 mètres pour métabolique équivalent de tasse. Donc on est par définition dans une activité qui demande peu d'efforts. Et donc là, dans cette situation, bah, la valeur subjective de la sédentarité, elle est largement plus élevée que celle de l'activité physique si elle est faite uniquement pour la santé. Et bah, là, on voit bien que la sédentarité a beaucoup plus de chances de remporter le combat, au moins à long terme. Même dans cette situation, nous, les êtres humains, on est capables de s'engager dans de l'activité physique. On a des ressources cognitives de haut niveau, on est capable de le faire. Mais la question, c'est la question de l'engagement et du maintien tout au long de la vie dans une activité physique quasiment quotidienne. La bonne nouvelle, ou en tout cas ce que nous on essaye de dire, c'est que pour rebalancer cette balance, donc pour rééquilibrer pardon, cette balance, bah, l'expérience affective pourrait jouer un rôle clé parce que l'expérience affective elle vous apporterait une récompense immédiate. Et l'exemple que j'aime bien donner, hein, c'est l'exemple des enfants au parc. Euh, Quand vous avez des enfants de 5-6 ans donc, qui savent déjà marcher, donc pour qui marcher, c'est juste un coup d'énergie, c'est des enfants qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à ce qu'ils marchent jusqu'au parc. Et une fois au parc, ils vont pouvoir dépenser leur énergie pendant des heures parce qu'ils prennent du plaisir, parce qu'ils jouent, parce qu'ils socialisent, parce qu'ils développent des compétences et parce que l'activité physique et l'effort qu'ils investissent, bah, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il y a des récompenses en jeu immédiates qui dépassent le coût de l'effort et donc on a un engagement qui est important. Et avec l'âge, on a tendance à perdre cet aspect récompensant immédiat de l'activité physique. Et donc nous, on a tout un ensemble de projets qui sont d'ailleurs menés aussi aux hôpitaux universitaires de Genève, dans le service de Christophe Luthi, où on va chercher à faire en sorte que la prise en charge classique des patients, eh bien, on lui ajoute des ingrédients actifs qui vont permettre de rendre cette activité physique plus plaisante. Alors, je ne rentre pas dans les détails pour des questions de temps, mais on a deux grands leviers, en tout cas, sur lesquels on peut agir, qui ont été proposés par Bourque et collaborateurs en 2020. Soit on peut agir dans le fond, soit dans la forme. Alors, dans le fond, c'est l'intensité. Ce qu'on arrive bien à démontrer, c'est que si vous allez trop fort en intensité, c'est au-dessus du seuil vendilatoire. Pour tout le monde, c'est des réponses émotionnelles négatives. Et donc, la probabilité de se réengager si vous avez souffert, elle va être compliquée. Une fin heureuse, je vais revenir dessus, mais quand vous vivez une expérience totale, vous n'allez pas mémoriser toute l'expérience, mais vous allez mémoriser notamment ce qui se passe à la fin de cette expérience. Vous avez aussi le plaisir dans l'activité. Ça, c'est une belle étude de Zenko qui a montré finalement que par défaut, nous ne cherchons pas à maximiser le plaisir lorsqu'on fait une activité physique. Et le simple fait de dire aux patients,
aujourd'hui, votre objectif, c'est de maximiser votre plaisir, et ben, c'est assez efficace pour changer la réponse affective du patient dans la séance. Et puis, on a la forme. Alors, ben, on montre assez clairement que c'est plus efficace en pleine nature que dans une salle. On montre aussi, pour la majorité des personnes, mais il y a des exceptions quand même, qu'en groupe, c'est plus efficace au niveau des expériences affectives que seul. Et puis la musique, hein, il y a toute une littérature qui essaye de montrer l'effet de la musique. Alors, pas toutes les musiques, hein. C'est des musiques, comme vous le voyez ici, qui ont 120, plus ou moins 120 BPM pour être efficaces. Et là, ça marche extrêmement bien pour améliorer les expériences affectives. Alors, je voulais juste vous donner un exemple d'étude qu'on a fait notamment chez des patients qui avaient Parkinson, où on a appliqué ce principe du piqué de la faim. Alors, le principe du piqué de la faim, originellement, il vient des travaux de Tversky et Kahneman. Donc, Kahneman, c'est un prix Nobel d'économie et c'est un psychologue. Il vient de décéder il y a deux semaines et il a laissé une trace extrêmement importante dans le domaine de la psychologie. Et en particulier, une de ses études qui a particulièrement marqué sa production, c'est cette étude du piqué de la faim qu'il a initialement testée avec une colioscopie. Donc c'était à l'époque où il n'y avait pas d'anesthésie générale, hein, pour la colioscopie et il a testé deux groupes. Un premier groupe qui fait une colioscopie normale, donc qui est très douloureuse, et un deuxième groupe qui va faire une colioscopie normale, donc qui est aussi très douloureuse. Mais en plus de cette colioscopie douloureuse, on va rajouter une petite période dans laquelle on va laisser la sonde, mais sans mouvement. Donc ça devient une période qui est désagréable, mais qui n'est pas douloureuse. Donc si on résume, on a un groupe qui a un certain temps douloureux et qui s'arrête net sur cette douleur, et un second groupe qui a le même temps douloureux, mais au lieu de s'arrêter net sur cet temps douloureux, on lui rajoute un temps désagréable. Et en fait, ce qu'on mesure derrière, c'est la mémoire affective de la colioscopie. On mesure l'intention des patients de refaire une colioscopie dans les années qui viennent, et on mesure aussi le fait qu'ils soient revenus ou non faire la colioscopie. Et même si rationnellement, on a tous envie de dire bah, le groupe le plus efficace, bah, c'est celui où c'est juste douloureux, bah, en fait, le groupe qui va avoir les meilleurs résultats en termes de mémoire affective, d'intention et qui va effectivement plus refaire la coloscopie, bah, c'est le groupe auquel on a rajouté un moment désagréable mais non douloureux. Pourquoi? Bah, quand on réévalue l'expérience totale ou l'expérience que l'on a eue, on va pas justement faire la moyenne de la totalité de l'expérience, mais on va s'intéresser au pic et notamment à la fin. Et donc la fin ici, bah, elle est moins désagréable et c'est ça qu'on retient. Et donc là, on est en train d'appliquer ça. On a aussi des collègues qui appliquent ça, hein, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où ils sont en train vraiment d'avoir toute une thématique de recherche sur ça, où on va s'assurer que les fins soient heureuses ou moins en tout cas désagréables. On a par exemple, dans le cas de notre étude, on a un groupe qui fait la prise en charge classique et un groupe qui fait la prise en charge classique, et on lui rajoute une petite partie du circuit, ils vont la faire à une intensité plus basse pour améliorer leur réponse affective. On a aussi des groupes dans lesquels ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de faire une montée en charge de l'effort, donc on commence doucement et on finit fort, et ben on fait l'inverse. Il y a un échauffement, on commence tout de suite fort, et ensuite on va diminuer au fur et à mesure, et on peut montrer que le simple changement de la pente de l'effort bah, est efficace pour la mémoire affective et l'intention de revenir dans la séance qui suit. Donc ça, c'est une possibilité pour améliorer ici l'adhérence des patients ou des individus, hein, globalement, à un programme d'activité physique. Donc voilà cette idée, hein, de on change la mémoire de la séance et on va changer éventuellement, et c'est ce qu'on espère, même si encore une fois là, c'est encore les évidences doivent s'accumuler, on va changer les comportements futurs. Donc si j'essaye, hein, de récapituler globalement ce que j'ai dit dans ma présentation, ce qui me semble important en tout cas, c'est de bien prendre en compte que même s'il y a eu des remises en cause récentes, les données sont solides en termes d'association, mais aussi en termes de modèle mécaniciste pour dire que l'activité physique va améliorer la performance cognitive. Et on a aussi des évidences et on a aussi un modèle mécaniciste pour expliquer le lien de la performance cognitive vers l'activité physique. Et c'est pour ça, hein, que j'avais appelé un esprit sain dans un corps sain, parce qu'il y a cette idée qu'on peut avoir un cercle virtueux ou un cercle vicieux entre l'activité physique et le fonctionnement cognitif. Le déclin cognitif va entraîner un déclin d'activité physique qui va renforcer
ce déclin cognitif. Alors qu'à l'inverse, l'engagement dans l'activité physique va améliorer le fonctionnement cognitif et ce fonctionnement cognitif va améliorer aussi derrière la probabilité de s'engager dans l'activité physique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je ne sais pas s'il y a des questions aussi auxquelles je pourrais répondre. Et je viens de voir que je viens de voir que ma caméra était éteinte. Ouais, mince, ok. Bon. En tout cas, bravo et merci pour cette excellente présentation. Je vais, peut-être des questions. Ou sinon, si certains ont des questions, je vous invite peut-être à venir au pupitre. Allô, allô? Oui, il ne marche pas. Il y a une question là-bas, mais je vous invite peut-être à venir au pupitre. Je suis désolée. Allô, allô. Et pour ceux qui ont des questions peut-être en Teams, je vous invite également à lever la main en Teams et puis on vous donnera la parole. Oui, merci beaucoup pour cette excellente présentation qui donne plein de perspectives, en particulier pour les MTT et les maîtres de sport et l'accompagnement des patients chroniques. Je voulais savoir comment vous testez l'aspect affectif. Vous avez des échelles standardisées, vous changez les échelles suivant le type d'outcome que vous recherchez. Merci. Ouais, donc merci pour le commentaire, merci pour la question. Donc oui, il y a des échelles validées qui sont auto-rapportées. Alors celle qui est la plus utilisée, il y en a d'autres, hein, c'est le feeling scale qui va permettre de mesurer donc la valence positive ou négative et on peut aussi mesurer l'arousal, donc l'activation. Nous, ce qui nous intéresse plus, hein, c'est l'échelle de valence. Donc c'est validé et on peut la passer en même temps que l'échelle de l'effort perçu. Après, justement, nous, on a tout un projet qu'on essaye de mener pour essayer d'avoir une réponse, une mesure, on va dire, un peu plus objective de la réponse affective sans qu'on ait besoin de demander aux patients. Et là, l'idée, mais c'est vraiment en cours et c'est pas du tout validé, hein, c'est un projet de recherche qui a été financé, mais on n'a pas encore commencé la collecte. C'est d'utiliser en fait toutes les données qu'on récupère pendant l'effort physique, à la fois de l'EEG, de la NIRS, mais aussi les indicateurs psychophysiologiques et d'essayer avec ces indicateurs de prédire la réponse affective sans forcément avoir besoin de demander l'autorapport du sujet. Mais en tout cas, en pratique, on a des outils validés pour mesurer la valence affective. Ouais. D'autres questions? Ah bah voilà, ça marche. Donc si vous avez des questions, je vous amène le micro. Peut-être des questions en Teams? Non, je crois que tout était très clair. On va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, je vous remercie encore pour votre excellente présentation et l'acceptation de faire cette présentation. Avec plaisir. Et puis maintenant, j'invite tout le monde J'aurais encore une question quand même. Bah voilà. Excusez-moi, je n'ai pas pu débloquer mon microphone. Alors, merci beaucoup pour cette très très belle conférence, très intéressante. Moi, j'ai plutôt une question. Vous avez fait des recommandations, combien d'efforts physiques il faudrait pour qu'il y ait la fonction cognitive qui s'améliore. Moi, j'ai la question suivante. Est-ce que un effort physique suboptimal, est-ce qu'il y a des études qui ont regardé ça, aurait aussi quelques effets? Au moins, peut-être pas des améliorations, mais un maintien des fonctions cognitives. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, ce qui pourrait éventuellement ressortir, c'est chez des personnes plutôt d'une population clinique, hein. Ce serait éventuellement possible qu'il y ait des effets, mais c'est vrai que pour le moment, il y a pas d'effet, par exemple, juste de la marche sur la performance cognitive. La marche rapide, oui, mais la marche toute seule,
va pas forcément avoir des effets. Par contre, ça, c'est une très bonne question aussi, et c'est ce qu'on souligne d'ailleurs dans le commentaire pour répondre à la méta-analyse qui dit qu'il n'y a pas d'effet. Des fois, on n'a pas d'effet, mais c'est parce qu'en fait, on maintient hein, le niveau cognitif et on réduit le déclin. Donc c'est vrai que ne pas décliner, c'est aussi un gain au final. Maintenant, c'est vrai que sur les données de la littérature, si c'est juste de la marche légère, pour le moment en tout cas, il y a pas d'évidence qui permettent de montrer un effet positif. Par contre, c'est vrai que potentiellement chez des personnes dans une situation clinique ou avec un niveau cognitif bas, peut-être que cet aspect modérateur de leur situation pourrait jouer. Mais il n'y a pas en tout cas de preuve que ce serait le cas, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas, mais il n'y a pas de preuve robuste en tout cas pour le dire, quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci encore donc Boris pour cette présentation. Et puis donc c'est aussi le café de la recherche. Donc il y a du café. Je vous invite également à partager tous ensemble autour du café. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir.